Merci de vous installer. Nous allons reprendre de façon imminente. Madame la présidente du jury, on vous attend, on n'attendait plus que vous. Non, c'est pas vrai, hein, c'était pour taquiner. Bien, nous allons finir cette matinée en revenant sur une question qui est apparue en fil rouge depuis le début de notre conférence. C'est la question du travail en petits groupes qui apparaît souvent dans le cadre de la classe, y compris par regroupement temporaire, mais relativement fréquent, comme un des éléments importants de différenciation, mais également un des éléments sur lesquels on manque singulièrement de savoir, sur lesquels s'appuyer pour savoir quelles sont les conditions d'une différenciation réussie, les conditions d'un apprentissage réussi par ces pratiques collaboratives, par ces pratiques en groupe entre les élèves. C'est vous dire que les deux interventions qui vont arriver maintenant étaient très attendues et que tous les participants sont impatients de vous écouter. Alors nous allons commencer par Céline Boux, donc je prononce à la Suisse, qui est donc chercheuse dans le domaine de la psychologie sociale, aujourd'hui en poste à l'Université de Genève, maître en enseignement de recherche en sciences de l'éducation, et qui a plus particulièrement travaillé justement sur les conditions de l'apprentissage coopérative et qui a examiné des dispositifs d'apprentissage entre pairs et qui vient nous éclairer justement sur qu'est-ce qu'ils peuvent apporter en termes de progrès d'apprentissage, mais également quelles sont leurs limites et quelles sont leurs conditions de réussite. Céline, je vous passe la parole. Merci. Alors tout d'abord, je remercie effectivement les organisateurs, les conférenciers et le jury qui, à travers ces questions, nous donne l'occasion de réfléchir à la différenciation. La question qui m'a été posée est de savoir comment organiser l'apprentissage des élèves par petits groupes. Et la demande qui m'a été faite est de présenter des principes de la pédagogie coopérative pour organiser ce travail et d'illustrer avec une étude spécifique que nous avons menée en fin d'école primaire. Alors, dans l'ensemble de mon propos, on va trouver les interactions sociales au cœur de toutes les situations d'enseignement et d'apprentissage, avec l'idée qu'on va proposer, que l'enseignant va proposer des interactions simultanées, c'est-à-dire de tous les élèves en même temps. Donc, ce n'est pas l'idée d'interroger le collectif et de récupérer une ou deux réponses des élèves, mais d'arriver à proposer des situations dans lesquelles on va mettre ensemble simultanément les élèves en interaction. Et l'idée ici est d'engager cognitivement et socialement tous les élèves dans les activités en même temps. Alors, on va parler également d'interactions qui sont des interactions constructives dans la mesure où elles vont être au service de la qualité des relations sociales, c'est-à-dire qu'elles vont soutenir le sentiment d'appartenance à la classe et qu'elles vont favoriser l'intégration sociale des élèves. Ces interactions constructives vont également être au service de la qualité des apprentissages. L'idée, c'est que cet engagement verbal et comportemental, hier, Alexia Forget nous a parlé de faire dire et faire faire, donc d'engager les élèves, c'est ce qui va permettre aux élèves de mieux comprendre, de mieux apprendre. Et ici, l'idée, c'est que le fait de verbaliser, d'expliquer, d'argumenter, de confronter des idées, va permettre aux élèves d'apprendre. Avec cette idée-là, on va s'interroger en tant qu'enseignant sur comment on va proposer des dispositifs qui vont faire que tous les élèves puissent s'engager verbalement, puissent expliquer, puisque c'est ça qui est porteur d'apprentissage. Et ça va nous amener parfois
à aller sur des idées un peu contre-intuitives, c'est-à-dire que si on propose du tutorat, ce sont les élèves les plus avancés qui vont expliquer aux autres. Mais c'est peut-être ceux-là qui vont le plus apprendre parce qu'on leur donne l'occasion d'expliquer. Donc, avec l'idée de ces interactions qui vont favoriser les apprentissages, on va s'interroger plutôt, c'est comment les élèves, y compris les élèves qui ont des difficultés, vont être mis dans la position de devoir verbaliser. D'où l'intérêt ensuite d'aller réfléchir à certains principes que je vais vous proposer après. Une chose aussi sur laquelle je voulais insister sur ce début, c'est que ces interactions que l'enseignant favorise dans la classe, ils sont une énorme richesse parce qu'ils vont permettre à l'enseignant de repérer les difficultés des élèves, mais également leurs forces. C'est-à-dire que quand on interroge des élèves en collectif, on va avoir quelques élèves qui vont prendre la parole, ceux qui pensent qu'ils ont une réponse acceptable à dire. Ici, quand les petits groupes sont en travail, l'enseignant il va circuler et il va tendre ses oreilles et observer. Et il va entendre un tas de choses pendant une phase de construction, c'est-à-dire pas les réponses abouties, mais justement les hésitations, les mauvaises compréhensions, et du coup ça le permet de repérer certains éléments et de pouvoir s'appuyer dessus ensuite pour pouvoir construire des choses. Et du coup, ça va lui permettre effectivement sur le moment d'apporter des régulations interactives, c'est-à-dire quand il entend des choses de pouvoir rebondir dessus. Il y a aussi également les pairs, les autres élèves qui vont pouvoir réguler, faire des propositions, intervenir. Et le dernier élément, c'est que tout ce que cet enseignant entend, ça va pouvoir être réutilisé pour réguler l'enseignement. Ah, tout à l'heure quand je suis passée, j'ai entendu, c'est intéressant parce que j'aimerais qu'on le reprenne. Ou, oh, j'ai entendu un élève qui a donné cette définition, je vais la reprendre parce qu'elle est vraiment pertinente. Donc du coup, ça permet effectivement de construire des choses suite à ce qu'on entend pour pouvoir avancer avec là où en sont les élèves. Alors, deux choses également, c'est que pour moi, ce travail en petits groupes a particulièrement sa place lors de la phase d'apprentissage en classe, parce qu'il va permettre justement une évaluation formative, des retours sur ce qui est en train d'être construit, mais il ne suffit pas de les mettre en groupe pour que ça fonctionne, on va avoir effectivement des interactions sociales qu'on va structurer. Structurer pour éviter ce que hier a été appelé de la différenciation passive, c'est-à-dire que si on ne fait rien, ce qui risque de se produire dans les petits groupes, c'est ceux qui ont le plus de facilité ou ceux qui bénéficient d'un certain statut. J'entends le terme statut dans le sens où Cohen l'utilise, c'est-à-dire qui sont populaires ou qui sont bons dans la tâche spécifique ou qui sont bons scolairement, peu importe, mais ils bénéficient d'une certaine hiérarchie dans la classe, c'est ceux qui spontanément vont prendre plus la parole et vont être davantage sollicités. Si je garde en tête que ce sont les interactions, le fait d'expliquer, de verbaliser qui aide à apprendre, ce sont ceux qui risquent de tirer le plus de bénéfices du travail en petit groupe. D'où l'intérêt effectivement d'aller s'interroger sur comment on va pouvoir mettre en activité tous les élèves et en pensant particulièrement des fois aux élèves en difficulté. Et l'approche que je vais vous proposer aujourd'hui vient de l'approche nord-américaine Cooperative Learning, que je vais vous parler de pédagogie coopérative, mais on va commencer par l'apprentissage coopératif et on va glisser gentiment vers la pédagogie coopérative. Alors, les principes communs qui sont proposés par l'apprentissage coopératif sont au nombre de 3, je vous les ai regroupés en 3 paquets. Alors, je vais dire très peu de choses sur le premier. Une tâche de groupe, ça veut dire que c'est une tâche qui ne peut pas être réalisée de manière individuelle. Soit parce que la tâche est faite de cette manière, soit parce qu'elle est introduite par l'enseignant, structurée par l'enseignant de manière à ce que personne ne puisse la réaliser seul dans ces conditions-là. Et avec un travail en petites équipes entre 2 et 5 élèves pour favoriser des interactions individualisées en face à face à l'intérieur des groupes. Les 2 principes sur lesquels je vais insister un peu plus et que je vous illustrerai ensuite dans l'étude, ce sont la responsabilisation individuelle et l'interdépendance positive. Et tous ces principes permettent d'organiser le travail en équipe lors du moment du travail de groupe. Alors, pour renforcer la responsabilité individuelle, l'enseignant
a quelques outils à disposition, mais on va les schématiser dans la mesure où il va essayer de rendre possible la participation de tous et de rendre cette participation nécessaire. Possible, ça veut dire est-ce qu'ils arrivent tous à faire la tâche, est-ce qu'ils sont outillés, et comment je structure mon activité de manière à ce qu'elle ne puisse pas avancer sans qu'ils apportent des choses. Une autre chose également, c'est que l'enseignant va rendre les apprentissages individuels visibles. Ça, pour moi, c'est quelque chose de particulièrement important. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement le produit de groupe qui va m'intéresser, mais c'est vraiment, à l'issue de ce produit de groupe, quels sont les apprentissages individuels de chaque élève. Hier, on a parlé de l'importance de l'évaluation formative, des tableaux de progression. Ce sont effectivement c'est une manière de responsabiliser les élèves par rapport à leur propre apprentissage, pour faire en sorte que les élèves soient amenés à faire des efforts pour atteindre le but collectif, mais également se sentent responsables pour faciliter les efforts des autres. Et c'est plus « il ne veut pas faire », c'est « et comment on peut l'aider à faire ». Donc, cette responsabilité est particulièrement importante. Et on peut avoir des responsabilités qui sont fonctionnelles. Donc, très souvent, quand on va parler d'apprentissage coopératif, on va avoir « on a le gardien du temps, le responsable du matériel ». Oui, c'est bien. Ça permet de faire avancer, de faire fonctionner l'équipe. Mais on reste au niveau fonctionnel. On va discuter aujourd'hui du fait qu'on peut avoir des responsabilités qui sont aussi cognitives et sociales. Et pour pouvoir non seulement faire fonctionner l'équipe, mais assurer la progression de la tâche, faciliter les comportements et favoriser la qualité des apprentissages. Donc nos responsabilités, elles vont être pensées dans cette diversité-là, avec une différenciation possible. Attention, je dirais, sans spécialisation. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de faire en sorte que les élèves soient très bons dans certaines responsabilités et qu'ils s'améliorent dans ce qu'ils savent déjà faire, mais de s'interroger sur comment l'ensemble des élèves peuvent jouer l'ensemble de ces responsabilités-là. Créer une interdépendance positive, il s'agit de faire en sorte que tous les élèves œuvrent à la réalisation d'un but, d'un objectif commun pour la réussite de l'équipe. C'est-à-dire que les réussites des uns favorisent les réussites des autres. Plus l'un des élèves apprend, plus ça favorise l'apprentissage des autres. Pour ceci, eh bien, l'enseignant va avoir besoin d'expliciter très clairement les objectifs, parce que pour pouvoir suivre des objectifs communs, il faut être sûr d'avoir compris de la même manière ces objectifs, avec de nouveau un accent sur l'apprentissage de tous. Ce n'est pas le produit commun qui compte, mais vraiment que tous apprennent. Et on a différentes dimensions sur lesquelles on peut se baser. L'interdépendance positive au niveau des objectifs et des buts, elle est indispensable et elle peut être renforcée par l'interdépendance liée aux ressources, aux rôles et aux tâches. Je vais vous donner un exemple juste après. Dans l'étude que nous avons réalisée ici en fin d'école primaire, où nous nous sommes intéressés à l'apprentissage des fractions en jouant sur différents degrés de structuration qui impliquent l'interdépendance et la responsabilité individuelle. Alors, pour structurer ces responsabilités, l'objectif de l'étude, c'est de tester les effets de la structuration d'un travail coopératif sur la qualité des apprentissages ici des fractions, et de le tester notamment pour des élèves qui pourraient se mettre en retrait de par la composition des équipes. Je fais une petite parenthèse ici. Certains travaux ont montré qu'en mathématiques notamment, dans des formations d'équipes très hétérogènes, qui comprennent des élèves de niveau faible, moyen et fort dans les mêmes équipes, eh bien, il y a très souvent une relation tuteur-tutoré qui va se mettre en place avec les élèves forts qui vont apporter des explications aux élèves faibles. Nos élèves forts en bénéficient parce qu'ils donnent des explications, nos élèves faibles peuvent bénéficier parce qu'ils reçoivent ces explications, et les élèves de niveau moyen sont un peu mis de côté. La question de cette étude, c'était est-ce qu'en structurant l'activité, on arrive à faire en sorte que ces élèves de niveau moyen qui théoriquement pourraient être en retrait se réinvestissent un peu plus. Et on a choisi les fractions qui restent difficiles en fin d'école primaire. Cette étude s'est déroulée en 2 séances. Lors de la première séance, ils avaient un pré-test individuel où on a repris des exercices des évaluations nationales françaises.
Ensuite, il y avait une leçon sur les fractions. C'est l'expérimentatrice qui donnait la même leçon à tout le monde avec les mêmes supports, une leçon plus des exercices en collectif. Et ensuite, dans une deuxième séance, une semaine après, on avait un travail en trio hétérogène sur la base du pré-test. Donc, dans chaque trio, on avait un élève de niveau faible, moyen et fort sur la base du pré-test. Et donc, ils ont travaillé en trio dans 2 conditions différentes. Je vais vous en dire 2 mots juste après. Et ensuite, ils ont fait des exercices individuels relativement similaires à ce qui a été travaillé en trio pour pouvoir voir comment ils ont compris individuellement ces exercices, comment ils se sont appropriés ces exercices. Et ensuite, un post-test individuel qui reprend le pré-test, mais avec des valeurs numériques différentes. Donc l'objectif d'apprentissage pour cette tâche mathématique, c'est d'utiliser une bande U comme unité de mesure pour écrire la longueur de différents segments en proposant le maximum d'écriture possible. Donc, vous voyez ici, vous avez le segment EF, la bande d'unité U, et ils doivent utiliser cette bande pour écrire le maximum d'écriture possible. Je vous ai mis ici en bleu les exemples qui sont issus de la leçon. Ce n'est pas ceux de l'exercice qui ont été travaillés, mais issus de la leçon. Donc des additions d'entiers et de fractions, des additions de fractions et des écritures fractionnaires. Pour le travail en trio, ils s'entraînaient avec 3 réglettes, c'est-à-dire que cette bande d'unité U était découpée sur des calques avec des graduations différentes. Je ne sais pas si vous pouvez lire, mais on a un 16e, un 8e et un quart. Ils n'avaient pas ça écrit, ils avaient juste la bande sur le papier calque. Et on leur rappelait les consignes qu'il s'agissait d'expliquer les 3 types de raisonnement, donc l'addition d'entiers et de fractions, l'addition de fractions et l'écriture fractionnaire, de communiquer avec le vocabulaire adapté et de vérifier l'équivalence des écritures. Ces 3 consignes mathématiques étaient travaillées explicitement dans la leçon et on leur rappelait pour l'exercice. Comme ils travaillaient en trio, on leur a rajouté également 2 consignes plus sociales, s'assurer que tous les membres du groupe comprennent, s'assurer que tout le monde soit d'accord sur la réponse, et une consigne plus fonctionnelle, écrire la réponse commune sur la feuille de groupe. Donc, c'est-à-dire que tous les trios avaient ces consignes-là. Dans tous les trios, on a structuré une interdépendance positive des buts, donc avec ces consignes sociales et fonctionnelles. On a renforcé la responsabilité individuelle en leur expliquant bien qu'il s'agissait pour eux comme objectif de s'assurer que tous les membres de l'équipe pourront résoudre des exercices individuellement. Donc ça, ils l'avaient pour tous. Et ensuite, on a 2 conditions différentes. Dans une condition faiblement structurée, ils ont 15 minutes pour préparer individuellement avec toutes les réglettes, bien sûr toutes les consignes à disposition, et 15 minutes de travail en trio en s'organisant comme ils le souhaitaient avec l'ensemble des consignes et des réglettes. Dans la condition fortement structurée, ils ont eu dans un premier temps 5 minutes de préparation individuelle avec l'une des réglettes uniquement, et 10 minutes de discussion en groupe d'experts sur cette réglette pour se mettre d'accord. Et ensuite, 15 minutes de travail en trio avec chaque élève est responsable d'une partie des consignes cognitives, sociales et fonctionnelles. Donc, on retrouve une interdépendance des ressources puisque chacun a une seule réglette et des responsabilités qui tournent, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas un qui est responsable du raisonnement, l'autre des écritures, l'autre du vocabulaire, mais pour le premier tour, celui qui a la première réglette est responsable du raisonnement, plus responsable d'une des consignes sociales, s'assurer que tout le monde comprenne, alors que le deuxième, celui qui a la réglette 2, est responsable de l'équivalence des écritures et de s'assurer que tout le monde est d'accord. Le troisième, responsable du vocabulaire et de la réponse commune, et ça tourne pour le deuxième tour et pour le troisième tour. Ici, je vous ai mis, c'est le rôle aussi de l'enseignant de pouvoir expliciter ses rôles, c'est-à-dire qu'ils avaient effectivement des petits chevalets avec quel était leur rôle pour que ça soit très clairement indiqué pour les autres. Et derrière, ils avaient un pense-bête repris de la leçon. On ne leur donne pas les réponses à l'exercice, on est d'accord, donc c'est bien les exemples de la leçon, plus qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour faire la responsabilité sociale ou fonctionnelle. Donc on explicite ces éléments-là. Ce qu'on peut retrouver... Oh, j'ai un graphique qui a disparu. Donc, ce que vous auriez pu voir ici, s'il y avait le graphique,
c'est que nous avons, dans la condition faiblement structurée, nos élèves de niveau moyen réussissent de la même manière que nos élèves de niveau faible et réussissent moins bien que que les élèves de niveau fort. Alors que dans la condition fortement structurée, nos élèves de niveau moyen, vous devez me croire sans parole, réussissent aussi bien que les élèves de niveau fort. D'accord, et ces deux groupes réussissent mieux que les élèves de niveau faible. Donc la structuration, pour la compréhension individuelle, est bénéfique, mais surtout pour les élèves de niveau moyen. Alors ça tombe bien, visiblement celui-là marche. Donc ensuite, nous avons demandé toujours au niveau individuel, c'est la progression concernant les fractions. Vous avez en orange le pré-test et en bleu le post-test. Donc dans notre condition faiblement structurée. Alors déjà, la bonne nouvelle, c'est que tous progressent. Et en une séance, ils ont tous progressé sur la notion des fractions. Et ce que vous pouvez voir, c'est que dans notre condition, nos élèves faibles progressent de la même manière dans la condition faiblement structurée et dans la condition fortement structurée. Pareil pour nos élèves de niveau fort, ils progressent de la même manière dans les deux conditions. En revanche, nos élèves de niveau moyen progressent davantage dans notre condition fortement structurée. Donc effectivement, la structuration leur a permis de mieux rentrer dans l'interaction et de mieux apprendre. Ici, c'était nos 3 principes pour organiser le travail en équipe, l'apprentissage coopératif. Ce qui nous fait passer à ce que j'appelle la pédagogie coopérative, c'est l'idée de préparer les élèves à coopérer. C'est-à-dire qu'il va s'agir de proposer un climat favorable aux apprentissages en travaillant le climat de la classe et l'esprit d'équipe, en explicitant les normes de comportement et les normes de la classe, en travaillant notamment les habiletés coopératives de manière explicite, ce qui est attendu, ce qu'on peut faire, comment le faire, et en introduisant une réflexion métacognitive, une évaluation formative, de par une réflexion critique sur le fonctionnement en équipe. Ce qu'on peut voir très rapidement, y compris ici à l'université, c'est que ici vous avez l'apprentissage en statistique d'étudiants à l'université quand ils ont travaillé tout seuls, avec des consignes coopératives ou avec donc nos 3 éléments pour organiser, et avec ces 3 éléments plus 10 petites minutes sur 90 minutes de travail sur les habiletés coopératives. Pour bien travailler ensemble, dans cette tâche de statistique, c'est important et on leur donne un mode d'emploi, faire travailler ces habiletés coopératives améliore l'apprentissage en statistique. Donc y compris quand on a des choses importantes à faire à l'université. Pour terminer, à la question qui m'avait été adressée, en quoi cette pédagogie coopérative peut être vue comme un dispositif de différenciation pédagogique, j'y verrai 3 éléments. Le premier élément, c'est qu'elle offre l'occasion d'observer les élèves lors des travaux de groupe. Et effectivement, ça permet d'avoir une prise d'information sur les conceptions, les représentations. Nous en avons parlé hier, de l'importance de prendre en compte ces conceptions, ces représentations des élèves, de repérer leurs difficultés et leurs forces et d'apporter des régulations interactives sur le moment ou de l'enseignement. C'est également des occasions d'explicitation, donc d'explicitation à la fois des objectifs qui sont visés, mais aussi du contenu des tâches, des stratégies, des processus et des attentes en termes de comportement. Ça peut être une manière pour favoriser l'entrée dans les activités d'élèves qui sont plus éloignés de la culture scolaire. Et le dernier élément, effectivement, avec le travail explicite de la réflexion critique, ça permet l'auto-évaluation, des retours formatifs par l'enseignant, mais aussi par les pairs, parce qu'on a cette évaluation par les pairs qui va être encouragée dans ce travail-là. Donc l'idée, ça va être de guider les élèves, mais également, surtout parfois ceux qui ont des difficultés, pour qu'ils puissent s'engager cognitivement dans ces activités. Je vous remercie. Je vous remercie pour l'efficacité et la clarté du propos. Le jury, à vous la parole. Oui, bonjour. Tout d'abord, merci à vous parce que vous avez répondu à toutes nos questions. Bien, donc intervention. Voilà. Juste une petite question, peut-être plus générale, concernant peut-être la pertinence de la mise en œuvre de travaux de groupe dans la séquence. À quel moment de l'apprentissage
est-ce qu'il y a un moment plus pertinent pour mettre en œuvre ces travaux de groupe dans l'apprentissage? Est-ce que c'est plus au moment de la découverte, de l'entraînement? Ou peut-être qu'il n'y a pas de moment plus pertinent? Alors, j'aurais de la peine à répondre à cette question sur la base de données de recherche. Donc, je peux vous dire une idée, qui est une idée parmi d'autres, mais si je garde en tête mes principes, ça veut dire que je vais faire attention à ce que mes élèves puissent tous intervenir. C'est-à-dire que si je le fais au moment de la découverte, ben, peut-être que j'offre pas la possibilité à tous les élèves de rentrer dans l'activité. Si je le fais après avoir apporté des éléments, sous une forme ou sous une autre, à ce moment-là, je donne des billes à un maximum d'élèves pour pouvoir rentrer dans l'activité. Donc, c'est-à-dire que pour moi, je vais plutôt réfléchir en termes de ces principes et en disant ben, comment, si j'ai ces principes en tête et que mon idée est d'engager tous les élèves à expliquer, à apporter des éléments, qu'est-ce que je mets comme filet? Qu'est-ce que je mets en place pour qu'ils puissent le faire de manière confortable? Donc, c'est pas vraiment une réponse, mais voilà, c'est-à-dire que c'est le moment de découverte, c'est un petit peu le reproche qu'on peut faire à certains travaux de groupe qui sont peut-être pas assez structurés, c'est que du coup, on risque de favoriser certains élèves au détriment de d'autres. Donc, c'est... Vous avez une autre question? Non. Alors, oui, si. Ah bah si. Bon, d'accord. On triche, on a les questions avant. J'avais une question de la salle, un peu complexe, qui est que dans une société de la connaissance, l'idée ce serait de dire de se centrer sur la capacité se centrer sur la formation de quelqu'un à transmettre ce qu'il sait, ce qu'il croit savoir, ce qu'il ne sait pas encore, et qu'il faudrait surtout former à transmettre, c'est-à-dire la capacité à transmettre ses savoirs, et comment peut-on évaluer cette maîtrise. On est un peu loin peut-être de votre exposé, mais je retransmets quand même cette question. Comment ça vous fait réagir spontanément? Je veux dire, là où on se rapproche, c'est l'idée dans la coopération qui est que les uns et les autres arrivent à transmettre ce qu'ils savent. Est-ce que ça peut aider les autres à mieux comprendre ce qu'ils n'ont pas compris dans ce qui leur a été exposé peut-être? Alors, je vais le transposer comme ça pour pouvoir répondre de mon point de vue, effectivement. C'est si on met les élèves dans des situations où ils doivent expliquer, ben, ça va être important, et c'est le rôle de l'enseignant, d'expliciter c'est quoi expliquer, c'est quoi transmettre. C'est-à-dire, c'est pas donner les réponses, mais c'est proposer des stratégies et qu'on se mette d'accord sur un mode d'emploi. C'est-à-dire, le travail des habiletés coopératives passe aussi par ça, en disant, bah, si je propose aux élèves de s'expliquer, de se questionner, c'est-à-dire que je vais aller travailler aussi et en collectif pour tout le monde. Du coup, on a un savoir partagé sur ce qui est attendu quand je dis que je dois expliquer, que je dois résumer, que je dois questionner le copain. Ben, on a cette trame de fond, c'est pas à l'élève de savoir comment le faire. Donc, ça serait, en tout cas, dans cette manière-là, je ne sais pas si ça répond. J'ai une autre question qui pose la question beaucoup trop ample pour y répondre en 2 minutes de la synthèse des recherches sur les différents effets sur les apprentissages de la pédagogie coopérative. Mais je dirais qu'on peut peut-être la reformuler en quelques mots. C'est qu'est-ce que ça apporte la pédagogie coopérative comme plus-value différentielle aux apprentissages? Alors, si on se base sur les résultats des recherches, on voit qu'on va avoir des effets bénéfiques à la fois sur la qualité des stratégies de raisonnement, la qualité des apprentissages, mais aussi la qualité des relations sociales, de l'acceptation, de l'intégration et ce qu'on peut appeler l'ajustement psychologique en termes d'estime de soi, en termes d'ajustement psychologique, de motivation. Maintenant, il faut faire attention aussi, puisque dans les ouvrages de vulgarisation, notamment dans le monde francophone, on a, je vais parler plus fort pour couvrir le bruit, on a effectivement beaucoup d'ouvrages de la Chenelière qui sont présentés comme la pédagogie coopérative, ça marche, c'est super efficace. Pour moi, c'est un discours qui est assez ambigu et peut-être assez, je vais dire, trompeur. Parce que même quand on regarde les méta-analyses, alors
quand on y va vraiment grossièrement et qu'on va comparer des élèves qui ont travaillé de manière coopérative à des élèves qui ont travaillé de manière individuelle ou compétitive, on voit que ça marche. Mais si on regarde après quel est le pourcentage d'études qui montrent des effets significatifs positifs, on est autour de 55%. D'accord ? On vous a coupé le micro, c'est pour ça. Enfin, ça pas volontairement, mais... Très rapidement, effectivement, ça marche, mais pas dans tous les cas. Et du coup, pour moi, ce discours-là, il est très important aussi à vulgariser. Parce que si on pense que ça marche, ben, on va essayer une fois en tant qu'enseignant, et bien sûr que c'est compliqué, et bien sûr que ça va jamais marcher du premier coup. Et du coup, on se dit, oh ben, je suis pas fait pour ça, ou c'est compliqué dans cette classe. Donc oui, potentiellement, on a des effets bénéfiques, mais qui ne se font pas du jour au lendemain, qui se font petit à petit. Si on décide de mettre tous les principes en même temps, ben, on ne va pas s'y retrouver, nos élèves aussi, donc ça prend du temps. Et j'allais dire qu'une des difficultés, effectivement, pour que ça marche, c'est d'accepter de prendre ce temps-là. Et on a discuté ce matin de la course au programme. Ben oui, la course au programme, c'est souvent une contrainte. Donc de garder en tête que quand ça marche sur des qualités de raisonnement, ça marche sur la capacité de réflexion métacognitive, ça veut dire qu'on leur donne des billes aussi pour après. Donc c'est aussi apprendre à apprendre différemment. Mais oui, ça prend du temps et c'est pas magique. Merci beaucoup, merci encore Céline. Désolé pour les petits problèmes de son. Alors j'espère qu'on va résoudre ce petit problème. Ça vient des enceintes, c'est pas simple. Donc Sophie, je vais vous demander quand même de vous rendre à la tribune. Donc nous allons essayer de résoudre les problèmes techniques comme on peut. En attendant, on va poursuivre. Alors, je voudrais remercier particulièrement Sophie Romero-Pinazzo qui va intervenir ici, qui est chercheuse en sciences d'éducation à Aix-Marseille, dans le sud, qui a soutenu sa thèse il y a quelques mois et qui, à ce titre, je voudrais le dire, a une récompense au mois de janvier, puisque c'est tenu à Dijon un congrès de l'ADME, qui est une association bien connue qui travaille autour des questions des méthodologies de l'évaluation, qui a tenu son congrès, qui est toujours un moment important, et qui l'a récompensé du prix de la jeune chercheuse pour son travail réalisé. Donc je voulais vous en féliciter, vous remercier de venir intervenir dans cette situation. Donc, comment? Je ne sais pas comment on peut faire, on va... Et oui, pour le streaming, on doit garder les micros. Sophie, on m'excuse. Sophie, dans ces conditions, mais on va essayer quand même de s'entendre de façon coopérative. Alors, juste pour introduire quand même, en espérant peut-être gagner quelques temps sur la résolution du problème, une question, et Céline y a fait allusion souvent dans son intervention. Vous savez bien qu'en matière de différenciation pédagogique en général et aussi en matière de coopération des élèves, on a des pistes prometteuses, mais il est extrêmement difficile d'avoir des évaluations rigoureuses de ces effets de dispositif pour des raisons tenant à la nature même des interventions. Et lorsque nous avons préparé la conférence, ce qui a tout de suite attiré l'attention de Jean-Marie de Quetel comme président de la conférence, c'est justement que le travail qu'avait réalisé Sophie nous permettait, dans un champ particulier, celui de l'autorégulation dont elle vous expliquera, de disposer de résultats relativement robustes à partir d'une expérience assez bien contrôlée qu'elle a menée et qui fait l'essentiel de son intervention aujourd'hui. Allons-y. Merci beaucoup. Merci pour cette invitation. Alors, je ne sais pas si vous m'approchez. Merci. Non? Je m'approche? Voilà. Merci. Merci pour cette invitation. Donc, pour cette présentation, je propose de vous montrer qu'il est possible d'améliorer les résultats des élèves en difficulté scolaire
lorsque l'on forme des intervenants hors temps scolaire à l'autorégulation. Donc pour cela, je vais présenter en 3 temps. Le premier temps, je vais vous montrer à quel point il existe de nombreux dispositifs, à quel point ils sont peu évalués, et lorsqu'ils sont évalués, ils sont souvent décevants. La deuxième chose, c'est que je vais vous présenter effectivement ma recherche qui a été soutenue en début d'année scolaire récemment. Et avant de présenter cette recherche, je reviendrai sur ce que l'on entend par autorégulation, puisque c'est le cœur de mon travail. En 3e point, avant de conclure, je donnerai quelques pistes sur, qui me semblent importantes pour aider les enfants à apprendre à s'autoréguler. J'ai repris un schéma de Christine Félix Soja et Combe qui montre à quel point il y a ce que l'on appelle un millefeuille de dispositifs. Dispositif hors temps scolaire, ce n'est qu'un extrait du schéma. Dispositif hors temps scolaire et dispositif à. C'est bon? Je vous mets la fin. Alors je peux essayer de le mimer, mais ça va être compliqué. Le mien marche très bien. Alors, ça fonctionne. Bravo. Merci à nos collègues en régie. C'est reparti. Donc, ce schéma qui a eu pour titre 1000 feuilles de dispositifs vous montre en partie le nombre de dispositifs et le personnel d'éducation nationale reconnaît très probablement la plupart de ces sigles, donc je ne vais pas revenir dessus. J'ai pris 2 sigles au hasard et j'ai regardé quels étaient les rapports et les évaluations de ces 2 sigles. Le premier, j'ai pris le CLAS, contrat local d'accompagnement scolaire. Il est hors temps scolaire, je vous laisse le chercher. Il est dans la partie hors temps scolaire. Jeanne Monclé a regardé des entretiens, a eu des entretiens téléphoniques et regardé des rapports d'activité. Sa conclusion, les résultats sont difficiles à interpréter. J'en ai pris un autre, juste pour voir. Alors, je suis allée un peu sur le temps scolaire. J'ai pris les DP6, hein, donc les développements professionnels 6 heures, découvertes professionnelles de 6 heures. Et j'ai regardé des recherches de la CREF qui proviennent de l'Université de Paris-Nanterre. La conclusion est « ne donne pas les résultats escomptés ». Voilà. Donc, dans ce contexte-là, j'ai cherché, moi, à travailler sur un dispositif qui fonctionne sur le modèle des dispositifs coup de pouce, un dispositif qui s'appelle CELEM, Club élémentaire en lecture, écriture, mathématiques. C'est l'objet de ma recherche. J'ai retenu 2 extraits de rapports pour vous montrer à quel point il est difficile d'évaluer ces dispositifs et à quel point les résultats sont décevants. Le premier, c'est un rapport de l'IGEN de Bouis de 2008 qui dit que l'efficacité, il est difficile d'apprécier l'efficacité de ces dispositifs. Je vous résume parce que les rapports sont bien plus lourds et complexes. Le deuxième rapport que j'ai souhaité utiliser pour illustrer mes propos, c'est un rapport de Gou qui travaille justement sur les coups de pouce clés, le dispositif hors temps scolaire qui m'intéressait. Et ils ont travaillé de manière expérimentale en utilisant 2 groupes, un groupe test et un groupe contrôle, et ils ont regardé si les enfants qui travaillaient dans ces dispositifs, qui fonctionnaient donc le soir après la classe, progressaient plus que les enfants qui fréquentaient les dispositifs éducation nationale, le soutien et autres aides que vous connaissez. Et voilà leur conclusion. Donc,
c'est assez décevant. L'hypothèse que j'ai présentée avait pour objectif général d'améliorer la formation des intervenants hors temps scolaire. J'avais pour cela décidé d'agir sur 2 points, agir sur la formation et agir sur le concept d'évaluation, évaluation remis au cœur du débat avec la loi de refondation de 2013. Qu'est-ce que l'autorégulation et en quoi l'autorégulation peut aider à la différenciation? Je vais en quelques mots essayer de vous dire pourquoi je pense que l'autorégulation est une des modalités possibles de l'autorégulation. L'autorégulation est une fonction de l'évaluation. Lorsque l'on parle d'autorégulation, on va parler d'une boucle retour qui se fait sur l'enfant. Là, un petit clin d'œil à l'évaluation formatrice, pour ceux qui reconnaissent ce terme. Quand cette boucle se fait de manière circulaire sur l'enfant, on va dire qu'elle est conservatrice de sens. Ça va permettre à l'enfant de se réguler et de trouver des solutions et de réajuster. Qu'est-ce qui va réguler? Ses méthodes, ses techniques, ses stratégies, ses procédures et ses processus qui sont internes à l'enfant. On parle aussi de spirale. On parle de spirale quand cette boucle permet de dépasser et d'aller vers la création d'un nouveau projet. On dit que cette spirale est créatrice de sens. À quoi sert-elle? Elle sert à répondre aux besoins de l'enfant. Donc, il est en déséquilibre, il a besoin de réajuster ses pratiques, de réajuster sa stratégie. Il va donc procéder à cette régulation, puisqu'il procède à sa propre régulation. On parle d'autorégulation. Dans une classe, vous avez chaque enfant qui va s'autoréguler en répondant chacun à ses besoins, chacun ayant à ce moment-là des besoins similaires ou différents. Donc B1, B2, BN. L'adulte, la place de l'adulte là-dedans va être d'avoir une posture de régulateur. Il va inciter par sa régulation, il va aider, il va encourager les enfants à s'autoréguler. Lorsqu'on répond aux besoins des enfants, lorsqu'un apprentissage essaye de s'adapter pour répondre aux besoins de chaque enfant, il me semble que ça s'appelle la différenciation. Mon expérimentation se situait dans les clubs élémentaires de lecture, écriture mathématique, dans les zones d'éducation prioritaire, les REP et REP+, sur la ville de Marseille. J'ai travaillé en ajoutant à une formation qui existait déjà pour ces intervenants, une initiation à l'autorégulation. Le soir, après la classe, j'allais retrouver mes intervenants et je formais un des 2 groupes à l'autorégulation, une légère initiation puisqu'ils n'appartiennent pas au métier de l'enseignement. J'ai élaboré des pré-tests et des post-tests. Je voulais mesurer les changements de posture des intervenants et l'évolution, bien évidemment, parce qu'un intervenant qui change de posture, pourquoi pas, mais qu'est-ce que ça donne sur les enfants? Est-ce que les enfants progressent? Parce qu'ils peuvent changer de posture, mais si ça n'a pas d'impact sur les enfants, ça n'était pas trop utile pour mon travail. Donc, F1 sont les intervenants, E sont les enfants. J'avais 70 intervenants. Chaque intervenant était responsable de entre 5 et 6 enfants, le soir après la classe pendant 1h30. Ils utilisaient un protocole préétabli, on goûte, on fait les devoirs, on joue, on lit une histoire. Et moi, je rajoutais en distillant à un groupe d'entre eux ce que c'était que l'autorégulation, comment on pouvait s'autoréguler et comment on pouvait voir l'autorégulation chez les enfants. Bien évidemment, ils ne savaient pas que je faisais ça. Ils savaient que je faisais une expérimentation. Les enfants n'étaient pas au courant du contenu de l'expérimentation. Les enseignants n'étaient pas au courant. Les parents non plus et les intervenants non plus. Ils savaient juste que j'allais leur demander de répondre à des tests et à des petits
que j'allais procéder à des recueils de données. D'accord? Pour que mon expérimentation soit validée, j'avais besoin d'avoir 2 groupes d'intervenants avec une structure, avec des caractéristiques identiques. Sinon, il y a ce qu'on appelle chez les chercheurs un biais. Donc, j'ai pris mes 70 intervenants, j'ai choisi 3 strates, l'âge, le sexe et l'expérience, et j'ai groupé mes intervenants 2 par 2. Si j'avais 2 femmes ensemble du même âge, j'en ventilais une dans le groupe 1, une dans le groupe 2. Je ne lui disais pas qu'elle était dans le groupe 1, je ne disais pas à l'autre qu'elle était dans le groupe 2. Et j'ai comme ça réparti mes intervenants. 35 intervenants dans le groupe contrôle, 35 intervenants dans le groupe expérimental. Le groupe contrôle, c'est celui qui ne bouge pas. Le groupe expérimental, c'est celui dans lequel je rajoute mon initiation à l'autorégulation. Les enfants, eux, sont dans chaque groupe et ne savent pas que leur intervenant a eu cette formation ou pas. Voici les résultats. Pour obtenir des résultats auprès des intervenants, je leur ai demandé de faire ce que l'on appelle une carte associative. Une carte associative, c'est une association de mots. Ça va très vite, ça permet d'être assez spontané et pas codé. Et je leur ai demandé, pour vous, qu'est-ce que votre mission d'intervenant? Au centre, c'est la réponse avant la formation. Ils ont privilégié l'enfant, l'école, et ils étaient là pour aider. Voilà, ça c'est au départ. Ensuite, vous voyez qu'il y a un changement entre le groupe contrôle et le groupe test. Ils partent chacun dans un sens opposé, alors c'est pas si extrême que ça, mais c'est pour vous le représenter. À droite, vous avez le groupe contrôle. L'école est important. L'enfant et les devoirs. On reste, on se débrouille pour que dans le club, les devoirs soient faits, que l'on réponde à la demande institutionnelle d'avoir fait les devoirs. Le groupe expérimental qui a eu cette initiation commence, semble-t-il, à privilégier l'évolution de l'enfant, le développement cognitif. C'est intéressant. J'ai pris des tests qui s'appellent les tests PAR, qui existent déjà, des tests standardisés. J'ai pris des extraits. J'ai fait passer ces tests aux enfants. J'ai fait passer les tests aux intervenants qui ont fait passer les tests aux enfants. Le protocole est strict, il faut dire ça à tel moment, il y a tel exercice. Et j'ai corrigé à peu près 13 000 items, ça occupe l'été. Voici les résultats. Bonne nouvelle, tous ont progressé. Le premier constat, en pré-test, mes 2 groupes sont assez similaires. Ça a été vérifié statistiquement. En post-test, les 2 groupes statistiquement ne sont plus similaires. Et on voit que le groupe expérimental, c'est-à-dire le groupe d'enfants qui avait une initiation à l'autorégulation, des intervenants qui avaient eu une initiation à l'autorégulation, ont augmenté de 10 points par rapport aux autres. Ce qui signifie que l'initiation à l'autorégulation avec des intervenants qui méconnaissent les métiers de l'enseignement a permis aux intervenants de changer de posture, leurs représentations se sont modifiées et a permis aux enfants de plus progresser que les autres enfants. Alors, vous me demandiez quelles étaient ces conditions pour que ça fonctionne. Ben oui, maintenant que je vous ai montré que ça marchait, il faut bien que je vous explique comment je vois les choses. Alors, il n'y a rien de nouveau et je vais reprendre évidemment beaucoup de choses qui ont été entendues et dites depuis ces 2 jours. La première chose, c'est que l'adulte doit lui-même s'autoréguler. Alors, il doit être formé pour savoir s'autoréguler. Et il va s'autoréguler parce qu'il va lui-même pouvoir adapter sa pratique à tout moment aux besoins des enfants. L'adaptation est importante. Donc cette adaptation, il va le faire parce qu'il s'autorégule et on va entendre peut-être le mot d'évaluation formative à ce moment-là. D'accord ? La boucle retour, la boucle d'information revient sur lui. Lorsque la boucle d'information est sur les enfants, moi je la nomme évaluation formatrice, ça ne vient pas de moi, mais je reprends ses propos. L'enfant va donc voir un adulte s'autoréguler. Ah, vous avez pensé ça, je vais changer, je vais le faire comme ça alors.
et on va à ce qu'on appelle mimésis éducative, c'est-à-dire qu'il va reproduire de manière un peu créatrice cette manière de faire. Je le vois s'autoréguler, je vais tenter, c'est peut-être comme ça qu'il faut faire. La deuxième chose, c'est que l'enseignant va lâcher un peu prise et il va devenir le formateur passeur. Ça veut dire, et vous l'avez déjà entendu, peut-être pas en ces termes, le formateur va montrer les erreurs en disant « oui, c'est bien, tu as produit quelque chose, mais il faudrait peut-être le faire différemment ». Et là, il va passer. C'est pas lui qui va changer ça, c'est l'enfant. Il va s'autoréguler. Donc, il va amener, par son discours sur l'erreur, par sa valorisation, il va valoriser les réussites, par l'information qu'il va donner, tous les points d'appui qu'il donnera aux enfants, il va les amener à s'autoréguler. Bien évidemment, cela doit se faire dans un climat de confiance, mais va aussi générer ce climat de confiance. Et de confiance et donc de bienveillance. On a parlé de groupe juste à l'instant, donc là je vais répéter qu'effectivement cette autorégulation est importante en individuel, mais qu'il faut l'alterner aussi avec ce qui se passe dans le groupe. Lorsqu'elle parlait, Céline, tout à l'heure du groupe et de l'entraide et de ce que ça apportait, bien évidemment, l'autorégulation au sein d'un groupe est très importante puisque le groupe va réguler et va permettre l'autorégulation individuelle. Et l'enseignant ou l'intervenant va réguler le groupe qui, à l'intérieur, a déjà des régulations et des autorégulations. J'ai l'impression de dessiner des poupées russes. Bien sûr, ces groupes sont des groupes hétérogènes. Sinon, l'autorégulation ne fonctionne pas comme je l'entends. Le moment de la régulation, contrairement à l'évaluation, on a parlé d'évaluation formative et formatrice, le moment ne peut pas être ritualisé, puisque l'on répond à des besoins. Et le besoin, il arrive quand il arrive. Donc vous ne pouvez pas décider que c'est en début d'apprentissage, vous posiez des questions à quel moment de l'apprentissage. Là, il faut oublier l'idée de le ritualiser. Ces formes, eh bien, l'explicitation, forcément, est la clé de tout. L'explicitation dans le sens de verbaliser, de dire les choses. On est trop souvent dans l'implicite, tout à fait. Et on a besoin, les enfants ont besoin d'entendre les choses et puis de le dire entre eux, de les dire avec leurs mots. Donc l'explicitation est l'une des clés pour l'autorégulation, à mon avis. Le contenu des régulations, lorsqu'on parle d'autorégulation, le contenu se retrouve aussi lorsqu'on parle d'évaluation. Quel est ton projet? Quel est ton objectif? Qu'est-ce que tu voulais faire? Le projet, l'objectif, le but, la tâche, les produits, les processus, les procédures, les critères et les indicateurs. Le processus, vous n'y aurez pas accès. C'est l'enfant tout seul. C'est pour ça qu'on a besoin de l'autorégulation. Si je devais conclure rapidement tout ce travail de plusieurs années, je dirais que l'autorégulation, au-delà d'un processus dans un système qui permet à équilibrer, pourrait être une véritable démarche de formation. Vous imaginez une formation formée à travailler dans un groupe avec Céline et que dans le groupe on explique formé à l'autorégulation? On devrait faire un bon cocktail là-dessus. Méthodologie expérimentale. Cette méthodologie était au service de l'évaluation de mon dispositif. Mais je pourrais aussi la mettre à disposition ou la réutiliser pour travailler d'autres concepts en sciences humaines et essayer de trouver des liens de causalité entre d'autres variables. Là, les liens de causalité, c'était l'initiation à l'autorégulation et la progression des élèves. Cette méthodologie de type expérimental pourrait aussi permettre d'évaluer tous ces dispositifs dont je vous ai parlé en début de présentation, qui ne sont pas peu évalués, difficilement évaluables. L'autorégulation au service de la différenciation, je vous ai montré en quelques mots donc, que lorsqu'une pédagogie et qu'un enseignant essaye de s'adapter aux besoins des enfants, oui, c'est ce que l'on disait, ce n'est pas évident, ce n'est pas facile, ce n'est pas miraculeux, mais l'autorégulation peut être l'une des modalités de la différenciation. Ensuite, la perspective,
et je ne savais pas que j'allais autant travailler sur les groupes, c'est effectivement l'autorégulation par les pairs. Et cette autorégulation par les pairs, on la retrouvera dans le travail en groupe, pas n'importe quel groupe. Il ne suffit pas de dire « allez, tout le monde se met autour de cette feuille et on essaye de travailler » dans un groupe structuré, comme Céline vous l'a si bien montré tout à l'heure. Je vous remercie. Merci beaucoup. Question du jury. Bonjour, Nathalie Beaufrère, formatrice à l'ISFEC La Salle-Mounier à Paris et membre du jury. J'avais envie de revenir sur vos résultats. On est bien d'accord que, en fait, seuls un groupe d'intervenants a été formé à l'autorégulation. Est-ce qu'on peut concrètement faire l'hypothèse que si, en plus, les élèves avaient été eux aussi formés à l'autorégulation, on aurait des résultats encore plus probants, encore plus satisfaisants? Oui, bien sûr, bien sûr. Donc l'objet de ma recherche n'était pas d'aller regarder les enfants, et matériellement c'était un petit peu compliqué aussi, mais c'est la seule variable qui a bougé. C'est la seule variable que j'ai utilisée, c'est-à-dire qu'ils ont tous eu des enseignants présents ou absents, ils ont tous eu des parents plus ou moins impliqués, ils ont tous... La seule variable qui a bougé, c'était l'autorégulation. Donc on peut supposer, et je pense que le lien est très fort, que c'est l'autorégulation que les enseignants, que les intervenants ont fait pour eux-mêmes, qui a été efficace sur les enfants, et que les enfants ont appliqué aussi cette autorégulation puisqu'ils ont vu leur intervenant s'autoréguler et ils ont procédé par mimésis, par mimétisme. Donc il y a eu forcément dans ces groupes de l'autorégulation. C'est la seule variable qui avait bougé. Et c'est en cela qu'il était très très important qu'au début mes groupes soient vraiment homogènes, qu'on puisse les comparer. Oui, oui, tout à fait. Vous avez fait la suite de l'histoire. Autre chose aussi, lorsque vous mettez en évidence au départ de votre exposé le manque de résultats positifs, après avoir fait votre recherche, est-ce qu'on aurait envie d'aller vers une politique plus générale des contenus de ces dispositifs hors la classe qui irait vers une invitation à mettre en place l'autorégulation pour vraiment avoir des effets positifs? Est-ce que c'est envisageable comme directive? Oui, bien sûr, mais je vais même pousser un peu plus loin. Vous imaginez, en initiant, ce n'était pas une formation complète, une initiation à l'autorégulation avec des intervenants qui n'ont pas l'intention de faire une carrière dans l'enseignement, fonctionne. Et si on essayait avec les personnes qui sont dans les métiers de l'enseignement et que ce ne soit pas seulement une initiation? Je vous laisse faire la suite. Voilà, alors du coup, c'est très bien parce que ma troisième piste, c'est en quelques mots-clés, en quelques idées clés, qu'est-ce qu'on peut donner, nous qui devons rédiger des préconisations, qu'est-ce qu'on peut dire aux enseignants pour outiller les élèves en classe à faire de l'autorégulation? Il faut que je vous résume toute une formation en 3 mots. Je pense qu'il faut peut-être retenir le fait d'être passeur. Dans le fait de prendre la posture de passeur, on n'est plus dans cette posture d'enseignant qui veut absolument transmettre, mais qui accepte de passer le relais aux élèves. Je te montre où sont tes erreurs, mais je te dis que ce n'est pas grave parce que c'est par les erreurs qu'on apprend. Et par contre, à toi de trouver comment on les résout. Et vous avez tous eu à voir, je suppose, des enfants qui reviennent pour la 2e fois avec leur cahier pour vous montrer est-ce que ce coup-ci j'ai trouvé, est-ce que c'est mieux? Et vous dites mais ça y est, mais tu y es arrivé, et tout seul. Vous voyez le visage des enfants? Voilà, et bien retenez ces moments-là et multipliez-les. Et je pense qu'en commençant par avoir cette idée en tête d'être passeur, le reste et l'autorégulation, qui est un concept un peu plus compliqué, se mettra en place. Je pense que c'est là le fil conducteur. S'il y avait quelque chose à faire, et bien sûr, dans vos préconisations,
n'oubliez pas de dire qu'il faudrait être formé à l'autorégulation. Françoise Guichard, directrice école d'application. Je voudrais revenir sur l'activité de l'élève. Comment apprend-on à s'autoréguler quand on est élève? Est-ce que vous pouvez nous donner quelques pistes? Alors, c'est ce que je vous ai un peu montré tout à l'heure. L'élève va s'apprendre à s'autoréguler parce qu'on le lui permet. Il faut lui permettre de s'autoréguler, c'est-à-dire il faut lui donner le temps de revenir sur ses erreurs. Ce qui se passe souvent, c'est qu'on note ce qui est bon, on le valorise, ce qui n'est pas bon, et on passe à l'étape suivante. Là, ce qui est intéressant, c'est de le laisser revenir, de prendre du temps. On a toujours l'impression qu'on perd du temps lorsqu'on fait ça, mais en fait, on en gagne, puisque l'enfant va apprendre à s'autoréguler. Il arrive maintenant dans ma classe, il me montre et je dis « Mais qu'est-ce que tu en penses, toi? Entoure là où c'est pas... » Il revient, il a entouré, il s'est corrigé, je vais aller boire un café. Donc, les enfants, si on les autorise à le faire, ils vont le faire. Et ils vont le faire parce que ça les valorise, parce qu'ils avancent, parce qu'ils apprennent. Et s'ils le font en plus dans un groupe dynamique, ça vous crée une ambiance de classe. Je vous assure que les temps d'apprentissage, là, ils sont du début de la matinée jusqu'à la fin de la journée. Donc, apprendre à s'autoréguler, c'est les autoriser à faire ça, et ils vont le faire. Ils vont le faire parce que vous serez là pour réguler et pour dire « Non, là, tu es parti un peu loin, reviens avec nous ». J'espère avoir répondu. Il va falloir qu'on s'arrête, c'est bon. Juste, il y avait une question qui m'était posée mais qui complète, et ça c'est valable pour tous les élèves, y compris ceux en grande difficulté, bien que, voilà, parce que quelqu'un qui faisait allusion fonction exécutive. Voilà, je travaillais sur les enfants en difficulté, bien évidemment, ça marche sur tous, ça marche sur les enfants qui n'ont pas de difficultés parce qu'ils ont aussi des besoins différents et que sous prétexte qu'ils ont réussi à le faire, on leur donne une fiche et on les met de côté. Et sur les enfants en grande difficulté parce qu'on accepte de les prendre là où ils sont et de les faire avancer. On est dans l'inclusion, on n'est plus dans l'intégration. Donc ça permet de travailler sur cette inclusion. Eh bien, je vous remercie. Il est temps... Merci. Il est temps de faire une pause déjeuner. Rendez-vous ici même à 14h précise pour le bouquet final de cette conférence.